Le fils de Molière de Anigé, chapitre 26. La Forest arriva en courant, les bras chargés d'une cuvette d'eau chaude et d'un morceau de savon. Molière avait sorti baume, pansement et même sa liqueur contre les douleurs d'estomac, dont il avala un bon verre. « Tu es fou !» s'écria-t-il, pendant que la vieille déshabillait le jeune homme. « Je t'avais prévenu. Pourtant, leur monde n'est pas le nôtre. Ce monsieur de Noisy est un noble. Il a tous les droits, et toi aucun. Quant à Angien, c'est la pire des canailles. Sais-tu qu'il a pour habitude d'enfermer et de battre sa femme, tant il est jaloux? Ce qui ne l'empêche pas de la tromper effrontément. C'est un mauvais père qui martyrise ses enfants. Il manipule son entourage, tel un sournois. Vous faites erreur. Il est vrai que je n'ai jamais rencontré la duchesse, qui ne sort jamais de ses appartements. Mais lui est toujours entouré d'amis fidèles. Non, il n'en a pas. Ses compagnons de beuverie ne sont que des courtisans qui l'encensent pour profiter de ses largesses. Il paye leur amitié, tout comme il t'a acheté avec sa bague et son épée. Après l'avoir lavé, la servante enduisit ses contusions d'un ongle puant mais efficace, car quelques minutes plus tard, ses douleurs s'étaient estompées. La colère de Molière, elle, était bien présente. Nous exerçons le plus beau métier du monde, Michel. Nous sommes fiers de donner du plaisir à notre public, de lui faire éprouver des émotions. Malgré cela, les comédiens ne sont rien, asséna-t-il. Rien. On nous admire, certes, mais tout le monde nous rejette. L'Église nous refuse les sacrements. Les nobles et les bourgeois, eux, nous voient comme des amuseurs, tels ces chiens de saltimbanque qui sautent au travers des cerceaux. Michel baissa le nez, morose. Molière avait raison. Et tout au fond de lui, le jeune homme le savait. Les comédiens ressemblent à des marionnettes, poursuivit-il. Des fils invisibles entravent notre liberté. Les grands tirent nos ficelles, nous ordonnent de dire ou de faire ce qu'ils souhaitent. Et nous obéissons en remerciant bien bas, avec force courbette. Notre vie si brillante sous les feux de la rampe n'est qu'illusion. Après ce discours amer, il se tut. Il paraissait si fatigué tout à coup. Michel soupira. Cette bastonnade m'aura été une leçon cruelle mais salutaire, souffla-t-il. Je ne servirai plus de jouet à Angien, ni à ses semblables. Mais, autant vous l'avouer, je me vengerai de cet affront. N'en fais rien, je t'en supplie. Veux-tu finir en prison? Noisy prouvera que tu as triché. Il produira 10 témoins pour confirmer ses dires. Je suis innocent, je n'ai pas triché. Je te crois, mon garçon. Repose-toi à présent. Compte tenu de ses contusions, Michel ne put jouer au théâtre la semaine suivante. Même un habile maquillage ne parvenait pas à cacher son œil poché et sa pommette enflée. Morose et courbattu, il continua à ruminer sombres pensées et idées de vengeance dans sa chambre de la maison d'Auteuil. Comment vivre après une telle offense, jeta-t-il à son reflet lorsqu'il s'observait dans le miroir. Maudit orgueil qui me pousse toujours à vouloir garder la tête haute. Fort heureusement, l'histoire de sa bastonnade ne s'était pas répandue. Pour le moment, sa réputation demeurait intacte. « Je vais retourner chez le duc d'Angien », annonça-t-il à gueule cassée, son image dans la glace. « Je demanderai réparation à Noisy. » Mais il n'était guère habile à l'épée, pas assez en tout cas pour le défier en duel. Ses connaissances en escrime se limitaient aux quelques assauts qu'il simulait sur scène lorsque son rôle le réclamait. De toute façon, Noisy refusera de se battre contre moi, bougonna-t-il. On m'a assez répété que je n'étais pas de leur monde. Il soupira et conclut. Eh bien, point de duel. Non, je me plaindrai au duc. Certes, je ne suis qu'un comédien, mais il ne pourra nier, à la vue de mes contusions, que j'ai été gravement offensé. Chapitre 27. Lorsqu'il se présenta chez le duc d'Angien, Michel fut reçu froidement. « Veuillez attendre, » ordonna un valet. On le mena à une antichambre où on le fit patienter comme un visiteur ordinaire. Pendant une longue heure, il vit défiler, devant la porte entr'ouverte, les habituels fêtards qui gagnaient les salons. Après une attente frustrante, on le conduisit enfin auprès du duc. Celui-ci l'accueillit, affalé dans un fauteuil, ses amis entourant son siège, parmi lesquels il reconnut Alexandre de Noisy et son épouse. Cette assemblée avait des airs de tribunal et ne présageait rien de bon. « Monsieur le duc, » attaqua Michel d'un ton digne, son chapeau à la main, « j'ai subi une grave offense. Monsieur de Noisy, ici présent, m'a traité de tricheur, voilà 5 jours,
et s'est permis des familiarités dont je garde encore les traces sur le visage. J'en demande réparation. » L'assistance se mit à rire, comme à une plaisanterie. Noisy, lui, demeura muet, souriant hautainement, tandis que son épouse gloussait derrière sa main. Angien sembla s'étonner de son discours. Il se moqua. « De quoi parles-tu, mon pauvre baron ? De réparation ? Voilà un mot bien incongru dans la bouche d'un manant tel que toi. Les gens de ta condition ne demandent pas réparation. Lorsqu'ils reçoivent des leçons de leur maître, ils disent merci et ils promettent de ne plus recommencer. »« Mais monsieur, quoi ?» s'indigna le duc. « Tu te permets de protester ? Tu n'es rien, mon petit baron, rien. Tu es tout juste bon à cirer nos chaussures. Autrefois, mes ancêtres possédaient des bouffons. Voilà ce que tu es pour moi, un bouffon, un misérable comédien. Tu m'as amusé un temps, je l'avoue, mais à présent, ta présence m'indispose. » Au fur et à mesure que Angien lâchait ces mots, Michel s'empourprait. Pourquoi diable était-il venu se faire humilier de la sorte ? Noisy se leva pour lui faire face, l'air suffisant. Il tourna autour du jeune homme en l'observant, tel un animal à la foire, avant de jeter. « Estime-toi heureux, baron, que je ne réclame pas l'argent que tu m'as volé. Je serai bon avec toi, je ne porterai pas plainte. La raclée que t'ont donnée mes gens ont été un spectacle qui m'a largement dédommagé de mes pertes. » Madame de Noisy laissa échapper un rire méprisant, comme amusée par le souvenir de cette scène déshonorante. Michel, choqué par son attitude, la regarda sans ciller, ce qui lui fit hausser le menton. « Ce petit insolent me dévisage, s'exclama-t-elle. Peut-être veut-il une autre leçon, ricana son époux. Ces gens du commun ont toutes les audaces. Voyez, monsieur le duc, ce qui arrive lorsqu'on les invite à notre table. Ils ne savent pas se tenir. » Michel blêmit. Il n'imaginait pas un tel mépris. Il choisit le parti de la prudence, salua bien bas et prit congé. « Va-t'en vite, vilain baron !» s'écria madame de Noisy. Elle se tourna vers les invités et s'esclaffa. « Comme c'est drôle, il se nomme baron, mais malgré son beau blason, il n'en a que le nom. » Dans son dos, Michel entendit les quolibets. Dieu, que cela faisait mal. Il serra les poings et se força à avancer, sans montrer de réaction. Dire qu'il avait été assez sot pour les croire ses amis. Il grimpa dans sa voiture et, enfin, laissa libre cours à sa fureur. Il poussa un rugissement d'indignation et de désespoir. « Ils ravaleront leur superbe, j'en fais le serment, je dois trouver de quoi les humilier à mon tour. » Le carrosse s'arrêta, son cocher ouvrit la portière. « Ça va, monsieur ?» s'inquiéta-t-il. Michel reprit son souffle et tenta de se calmer. « Oui, Antoine, je cherche juste comment nous laver de cette offense, toi et moi. »« Prenez-en votre parti, monsieur, » soupira le cocher. « Ces gens-là sont intouchables, vous le savez bien. Allez, je vous amène au théâtre, monsieur de Molière vous y attend. Il sera heureux de vous y voir, même si vous ne jouez pas. » Mais, dès que la voiture fut repartie, Michel toucha son œil tuméfié et rumina de plus belle à mi-voix. « La vengeance est un plat qui se mange froid. Rira bien qui rira le dernier. » Chapitre 28. Hortense lui signifia son congé peu après. À regret, jura-t-elle. La jeune veuve lui expliqua combien son entourage lui reprochait leur relation. Ses amis menaçaient de lui fermer leurs portes si elle ne se défaisait pas sans délai de son attirance pour le comédien. « Une de perdue, 10 de retrouvée, railla-t-il. Mais cette rupture injuste le rendait fou d'amertume. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Madeleine Béjart, dont la santé déclinait depuis quelque temps, s'éteignit la semaine suivante, le 17 février 1672, à l'âge de 54 ans. Un prêtre avait eu le temps de la faire renoncer au théâtre et elle put être enterrée religieusement. Molière dut ensuite supporter une traîtrise bien inattendue, puisqu'elle venait d'un de leurs proches. Lully, le joyeux ami, toujours prêt à boire et à rire, le compositeur des musiques du bourgeois gentilhomme et de Psyché, avait intrigué dans son dos. Il venait d'obtenir du roi le monopole de la musique. Chose incroyable, plus aucune note ne pourrait être jouée sans son accord dans une salle en France. Et pire, tout spectacle dont il aurait composé la partition deviendrait sa propriété. Psyché et le bourgeois lui appartiendraient, enragea Molière.
Et je ne pourrai pas même utiliser un violon pendant l'une de mes pièces? Cela veut-il dire aussi plus de ballet, plus de chœur? Allons voir le roi, proposa Michel. Sa Majesté n'a sans doute pas réalisé ce qu'implique cette mesure. Louis XIV écouta les plaintes de Molière avec agacement. Il finit par l'autoriser à employer 6 chanteurs et 12 musiciens. Mais Lully revint à la charge. Il obtint à son tour que Molière ne puisse engager que 2 chanteurs et 6 musiciens et aucun danseur. Molière s'en trouva très déprimé. Le palais royal est perdu, se lamenta-t-il. Les gens veulent des beaux spectacles. Ils ne mettront plus les pieds ici si nous leur offrons que de tristes représentations. Bien sûr que le public viendra, le rassura Michel. Votre talent d'auteur peut se passer d'une mise en scène grandiose et d'un orchestre. Nous nous en sortirons. On continua donc dans la morosité. Puis, malgré les ordres du roi, on utilisa quelques danseurs et les comédiens qui savaient la musique jouèrent avec les 6 musiciens pour étouffer leur groupe. La seule bonne nouvelle, pour une fois, vint d'Armande. Elle attendait un enfant, et Molière rêva une fois encore d'un fils à qui il apprendrait son métier. Tandis qu'il répétait les femmes savantes, Michel songeait à sa vengeance. Régulièrement, le souvenir des coups de bâton sur son dos faisait souffrir son orgueil. Il réfléchissait alors au moyen le plus efficace de prendre sa revanche sur Noisy. « Michel, le réprimanda Molière, n'interprètes-tu pas Ariste? C'est à toi. J'aimerais bien que l'on se concentre sur le travail. » Michel connaissait son rôle par cœur. Sûr de lui, il lança sa tirade, sans pour autant perdre de vue ses idées de représailles. Pourquoi ne ferait-il pas, à son tour, bastonner Noisy? Pensa-t-il tout en déclamant. Non, à coup sûr, il y aurait une enquête et la police ne tarderait pas à remonter jusqu'à lui. Il fallait trouver un plan plus subtil, mais aussi plus méchant. Et tout le monde parlait de nos Freuden, dit Molière. Nous faisions des jaloux. Il attendit, et pesta, main sur les hanches. Y aurait-il moyen que tu répondes? Michel s'excusa et reprit son rôle d'Ariste. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Sois plus présent, que diable! Quelque chose te tracasse? Nullement. Alors joue, bon sang. Et puis, non, je suis épuisé. Arrêtons un instant. Il alla s'asseoir près d'Armande et caressa son ventre qui s'arrondissait. Michel sourit devant cette scène pleine de tendresse. Jeanne Beauval le rejoignit. « Voilà qui n'est guère sérieux, le disputa-t-elle. Je parie que tu penses encore à ce Noisy de malheur. Tu as vu juste, Jeanne. J'aimerais tant me venger, au point qu'il a envie de s'enfouir sous terre pour y cacher sa honte. Mais comment? Dis donc, tu n'y vas pas de main morte? Eh bien, ces nobles ne voient que par leur honneur. Je pense que c'est là qu'il faut frapper. Son honneur? Oui, ma foi. Voilà une bonne idée. » Il regagna sa loge, tout excité. Déjà dans sa tête, les éléments d'un plan se mettaient en place. Jeanne avait raison. Hortense n'avait-elle pas dit que Noisy tenait plus que tout à son honneur? Oui, mais l'honneur pouvait prendre différentes formes. Il semble fort attaché à son épouse, cette jolie blonde si arrogante, rappela-t-il à son double dans le miroir. Elle l'accompagne de temps en temps chez le duc d'Enghien. Chaque fois, il la couvre du regard et ne s'éloigne pas d'elle d'un pas. En un instant, il revécut en pensée la bastonnade. Madame de Noisy était dans le carrosse et riait de le voir rosser, et ses moqueries lorsqu'il était venu demander réparation, sa réflexion sur son blason tout neuf. Cette femme sans cœur mérite tout autant que son mari de se faire humilier, jugea-t-il. Elle passe pour avoir une vertu irréprochable. Voilà qui est intéressant. Je crains que sa chaste réputation ne soit bientôt foulée aux pieds. Dès la répétition terminée, il courut voir son cocher. Même si Antoine semblait résigné, il ne refuserait sans doute pas de l'aider. « Peux-tu savoir où vivent les Noisy ?» demanda-t-il. « Je le sais déjà, monsieur. Il m'est arrivé plus d'une fois de discuter avec le personnel des autres invités en vous attendant devant la demeure de monsieur le duc. Il loue un hôtel particulier, place Royale. » Michel éclata de rire. « Place Royale, c'est merveilleux. Mon plan n'en sera que plus réussi. Je veux que tu ailles chez eux ce soir. Tu te gareras loin, afin que l'on ne remarque pas ma voiture, puis tu leur transmettras un courrier. Mais je croyais que vous étiez fâché avec eux. Je le suis.
Ce pli devra être remis en main propre à Madame de Noisy. Ainsi, je saurai si elle est sortie avec son époux ou seule à son domicile. » Antoine s'acquitta de sa mission avec brio. Lorsqu'il porta la lettre, Madame de Noisy était absente. Il refusa de la donner à sa femme de chambre en montrant tant de mystère que la curiosité de cette dernière en fut aussitôt attisée. Par chance, si sa maîtresse préservait jalousement sa vertu, Martine, sa soubrette, ne s'en embarrassait d'aucune. Antoine l'invita dans une taverne où elle le suivit en minaudant. « Bah, dit-elle, madame est absente, elle n'en saura rien, profitons-en. » C'était une jolie fille qui trouvait le cocher plutôt à son goût. Elle le lui fit comprendre sans détour. Quant à lui, il se déclara prêt à se sacrifier pourvu que la vengeance de son maître portât ses fruits. « Je veux tout savoir, exigea Michel quelques jours plus tard. Tout ce que font les Noisy. Tâche de poser des questions à Martine, sans trop attirer son attention. Monsieur peut me faire confiance. Ne va pas vendre la mèche. Tout mon projet repose sur les informations qu'elle nous donnera. Voici 10 livres, mon ami, afin que tu puisses traiter cette jeune femme telle une princesse. J'ignore votre plan, mais j'adore vous aider, approuva Antoine en empochant l'argent. Puis il adressa un clin d'œil à Michel, ce qui n'était guère respectueux pour un serviteur, mais qui fit bien rire son patron. Une semaine plus tard, Michel connaissait tout de la vie privée des Noisy. Il suffisait que Martine dise à Antoine en soupirant de déception « Je ne peux pas te voir ce soir, madame reste à la maison, quelle poisse !» pour savoir que le mari allait retrouver seul ses amis. Monsieur de Noisy, raconta Antoine, se vante que sa femme est l'épouse la plus honnête de tout Paris. Bien des galants ont tenté de la séduire en vain. Elle est respectable au-delà de tout. Plus pour longtemps, ricana Michel. Et, une fois encore, il revit en pensée, avec une netteté dérangeante, les épingles de diamant de la belle Madame de Noisy briller à la lueur de la lanterne. Il avait toujours dans l'oreille son rire, alors qu'on les frappait. Cette femme n'a de respectable que le nom. Comment peut-on s'amuser à voir rosser des hommes et à s'en divertir ? Demain, déclara-t-il, si elle reste au logis, j'agirai.